Voilà. Alors, on passe à l'autre type d'association, c'est l'association série. Alors, l'association série, c'est quand vous avez les trois condensateurs qui sont à la suite les uns des autres. D'accord? Donc, j'ai l'armature négative de C1 qui est reliée à l'armature positive de C2, l'armature négative de C2 qui est reliée à l'armature positive de C3, d'accord? Et je cherche une correspondance entre ces trois condensateurs en série et le condensateur équivalent qui aura pour capacité C. Alors, je cherche une relation donc entre C1, C2, C3 et C. Alors, première chose, c'est que les charges portées par chacun des condensateurs sont égales et elles sont égales à la charge du condensateur équivalent. Alors, on va voir pourquoi. Alors, je regarde le premier condensateur. Il porte une charge plus Q1 sur l'armature de gauche et moins Q1 sur l'armature de droite. D'accord? Parce que les deux sont en influence totale et que c'est normal que j'ai des charges opposées sur les deux armatures d'un même condensateur. Alors ensuite, vous regardez l'armature de droite de C1 et l'armature de gauche de C2. Vous voyez qu'elles sont reliées par un conducteur. Et la charge totale de ce conducteur, eh bien, ça sera la somme de ces charges, c'est-à-dire moins Q1 plus Q2. Or, au départ, quand j'ai mis mes condensateurs, quand je les ai alignés et que je les ai branchés, eh bien, ils étaient tous déchargés. C'est-à-dire que, au départ, ce conducteur, qui est formé de l'armature de droite de C1, le conducteur horizontal et l'armature de gauche de C2, tout ça, c'était un conducteur qui était neutre. Donc, j'ai déjà moins Q1 plus Q2 égale à 0. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Q1 égale Q2. D'accord? Donc, déjà, premier condensateur, il a la même charge que le deuxième condensateur. Alors, on peut faire exactement le même raisonnement avec moins Q2 et plus Q3 et se rendre compte que la charge Q2 du condensateur C2 est égale à la charge Q3 du condensateur C3. Donc, au bout du compte, eh bien, au lieu de mettre plus Q1 moins Q1 plus Q2 moins Q2 plus Q3 moins Q3, eh bien, je peux mettre plus Q moins Q plus Q moins Q plus Q moins Q et c'est la charge du condensateur équivalent. Donc, Q1 égale Q2 égale Q3 égale Q et j'écris que la différence de potentiel aux bornes du condensateur équivalent, c'est-à-dire Q, si je cherche la différence de potentiel entre ce point et celui-là, eh bien c'est Q sur C. Maintenant, si je cherche la différence de potentiel sur la figure de gauche, eh bien je vais avoir V, qui est la différence de potentiel totale, égale à V1, la différence de potentiel aux bornes du condensateur C1, plus V2, la différence de potentiel aux bornes du condensateur C2, plus V3, la différence de potentiel aux bornes du condensateur C3. C'est-à-dire que Q sur C, c'est Q1 sur C1, plus Q2 sur C2, plus Q3 sur C3. Or, on vient de voir que Q1 égale Q2 égale Q3 égale Q. Donc, vous allez avoir Q ici, Q dans chacun des termes, donc tout peut se simplifier, et je vais avoir 1 sur C égale à 1 sur C1 plus 1 sur C2 plus 1 sur C3. Ça aussi, c'est une formule que vous connaissez.
Alors, généralisation à un nombre petit n de condensateurs en série, eh bien, on a V, la différence de potentiel aux bornes du condensateur équivalent, égale à la somme des différences de potentiel. Vous avez bien vu qu'on a écrit que V, c'est V1 plus V2 plus V3. Donc ici, on le fait jusqu'à Vn. Vous avez Q qui est égal à QI, quel que soit le condensateur I. Et 1 sur C qui est égal à la somme des 1 sur C. C'est bon? Alors, on va pouvoir passer à la conduction, donc à la notion de courant électrique. Alors, on va considérer deux conducteurs portés à des potentiels différents. Alors, on va prendre le conducteur A à un potentiel VA, donc il va porter une charge QA. Un conducteur B qui est porté au potentiel VB et qui va donc avoir une charge QB. Alors, j'ai pris VA supérieur à VB et on va relier ces deux conducteurs par un fil conducteur. Alors, ce qui va se passer, c'est que aux deux extrémités du fil conducteur, vous allez avoir quoi? Vous allez avoir un potentiel à cette extrémité qui sera VA et un potentiel VB à l'autre bout du fil. D'accord? À chaque fois que vous avez une différence de potentiel, dV égale moins EdL, quand vous avez une différence de potentiel, eh bien, vous avez un champ qui apparaît. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ça veut dire que les charges vont avoir, on va imaginer que ce sont des charges positives, hein. Et si c'est des charges négatives, eh bien, on peut faire exactement le même raisonnement, mais avec des déplacements dans l'autre sens. D'accord? Les charges positives de A, eh bien, elles vont avoir tendance à se déplacer dans le sens du champ. Et donc, elles vont quitter A et elles vont aller sur B. D'accord? Alors, il va y avoir un changement, une modification de la charge sur QA, puisqu'il y a des charges qui sont en train d'aller vers B. Donc, ça veut dire que la charge de A va avoir tendance à diminuer. Comme le potentiel et la charge sont proportionnels, donc si la charge de A diminue, eh bien le potentiel de A va diminuer aussi. Alors, de l'autre côté, eh bien la situation est inversée, c'est-à-dire que B est en train de recevoir de la charge, donc la charge QB va augmenter, et comme le potentiel est proportionnel à la charge, le potentiel de B va augmenter lui aussi. Alors, compte, eh bien, c'est un transfert de charge qui va durer un certain temps, mais qui va pas durer indéfiniment, parce que dès que VA' va être égal à VB', alors les primes, c'est les nouveaux potentiels, hein, les nouveaux potentiels de A et de B. Dès que vous avez VA' qui est égal à VB', eh bien, il n'y a plus de champ électrique aux deux extrémités du fil, et plus aucune charge ne va se déplacer de A vers B. Est-ce que c'est clair, ça? Alors, c'est un petit peu, alors on appelle ça un courant électrique temporaire. Alors, pendant le transfert de charge, il y a eu un courant électrique temporaire dans le fil. C'est-à-dire que tant qu'il y a eu des charges qui ont quitté A pour aller sur B, eh bien, il y a eu ce qu'on appelle un courant électrique, un transfert de charge d'un conducteur à l'autre. Et comme ça s'est arrêté dès que VA' est devenu égal à VB', eh bien, on dit que c'est temporaire parce que ça a duré un certain laps de temps, mais ça s'est arrêté. Alors, on en a déjà un petit peu parlé, je crois, la dernière fois. On peut faire l'analogie hydraulique. Alors, si vous prenez deux réservoirs, alors ce qui va jouer le rôle de la charge, ça va être la quantité d'eau qu'il y a dans chacun des réservoirs.
Et ce qui va jouer le rôle de potentiel, eh bien, ça va être la hauteur à laquelle se trouvent les niveaux, d'accord, dans les réservoirs. Alors, si vous mettez un tuyau entre les deux, le tuyau, il va jouer le même rôle que mon fil conducteur. Donc, l'eau va passer d'un conducteur à l'autre. Donc, il y en a un qui va se vider dans l'autre. Au fur et à mesure que le niveau baisse dans celui-là, eh bien, le niveau va monter dans l'autre. Et dès que les niveaux sont identiques, eh bien, il y a plus d'eau qui circule dans le tuyau. Alors, on a eu un courant d'eau dans le tuyau. On avait une différence de niveau dès que le niveau est devenu le même pour les deux. Donc, ce qui joue le rôle du potentiel, eh bien, c'est le niveau dans les deux récipients. Et ce qui joue le rôle de la charge, d'accord, qui est la quantité de charge qui est passée, c'est, si vous voulez, ce qui a circulé, les vecteurs, ce qui ont fait en sorte qu'on soit arrivé à ce résultat, ce qui a fait le courant dans le fil, eh bien, c'était les charges qui se déplaçaient. Eh bien, là, dans mon système hydraulique, ce qui fait le courant dans le tuyau, ben, c'est la quantité d'eau qui est passée d'un réservoir à l'autre. Est-ce que vous avez bien compris l'analogie hydraulique que je viens de faire? C'est bon? Vous n'êtes pas très réactif aujourd'hui, hein? Bon. Alors, si on veut prolonger cet état, alors c'est bien un courant électrique à condition qu'il soit pas temporaire. Ce qu'on voudrait, c'est quand même qu'il y ait un courant permanent. Donc, pour avoir un courant permanent, ben, vous avez bien vu que il n'y a de charge qui quitte A pour aller sur B que tant que VA est supérieur à VB. Donc, il ne peut y avoir deux courants dans ce fil, de circulation de charge dans ce fil, que s'il y a une différence de potentiel entre A et B. D'accord? Donc, si on veut avoir un courant permanent, eh bien, il faut maintenir une différence de potentiel entre A et B. Alors, comment est-ce qu'on fait pour maintenir cette différence de potentiel? Eh bien, on utilise ce qu'on appelle un générateur. Donc, le générateur, il maintient, on va avoir la borne plus du générateur qui va être reliée au conducteur A, la borne moins au conducteur B, d'accord? Donc, on maintient une différence de potentiel entre A et B. Et de quelle façon est-ce que le générateur va fonctionner? Comment il va faire pour maintenir cette différence de potentiel? Pour la maintenir, je vous rappelle qu'il doit s'opposer à ce que VA' devienne égal à VB'. Il faut qu'il maintienne absolument la différence de potentiel VA moins VB. Il faut qu'il maintienne VA supérieur à VB. Alors, si on considère le courant électrique comme une circulation de charge positive, c'est ce qu'on a fait, hein, eh bien, ça veut dire que le générateur, son rôle, ça va être d'aller récupérer les charges qui sont arrivées sur B et de les ramener sur A. C'est-à-dire, elles ont perdu du potentiel, d'accord? Elles sont passées du potentiel VA au potentiel VB. Eh ben, il va aller les chercher sur B et il va les faire remonter, un petit peu comme un ascenseur qui referait remonter les charges pour les ramener sur A, pour les ramener au potentiel VA de départ. D'accord? Donc, il va y avoir cette circulation comme ça. A qui perd des charges qui vont aller sur B, le générateur qui récupère ces charges, qui leur redonne de l'énergie pour les faire remonter sur A. Voilà le fonctionnement d'un circuit électrique. Alors, ça revient, quand on décrit les choses de cette façon, ça revient à définir le courant électrique comme une circulation de charge positive qui circulerait du conducteur A au conducteur B. Alors, la représentation d'un générateur. Alors là, j'ai mis un rectangle avec un G dedans, mais dans un circuit électrique, dans un schéma électrique, le générateur, il est représenté par une barre verticale
plus longue que l'autre. Vous avez deux barres qui sont pas de même longueur. La barre la plus longue représente la borne plus, celle qui est au plus grand potentiel, et la borne la plus petite, la borne de droite ici, mais il peut être représenté dans l'autre sens aussi. Hein. La barre la plus longue représente le potentiel le plus élevé, et la barre la plus courte représente le potentiel le plus faible. C'est bon, je peux passer à la suite. D'accord. C'est pas la bonne page. Voilà. Alors, le sens conventionnel du courant, eh bien, vous avez déjà vu ça certainement au lycée. Le courant a des effets, d'accord? Quand vous avez du courant qui passe dans un conducteur, eh bien, ça provoque un certain nombre d'effets. Alors, l'effet pas le plus connu, mais celui qu'on peut le mieux quantifier, le mieux calculer, c'est l'effet Joule. C'est-à-dire que quand vous faites passer un courant électrique dans un conducteur, eh bien, il va chauffer. D'accord? Deuxième effet, c'est l'effet chimique. Alors, vous avez certainement fait ça en chimie. Vous avez fait l'électrolyse de l'eau. Quand vous mettez de l'eau dans légèrement ionisé dans ce qu'on appelle un voltamètre, un appareil à électrolyse, eh bien, si vous mettez des éprouvettes au-dessus des deux électrodes, eh bien, vous allez récupérer de l'hydrogène à une électrode et de l'oxygène à l'autre. C'est-à-dire qu'on fait la décomposition de l'eau. Eh bien, cet effet chimique, on s'est rendu compte que si vous changez la manière de brancher le générateur, c'est-à-dire si vous inversez les deux bornes du générateur, si la borne plus, elle était à une électrode et la borne moins à l'autre, et que vous avez inversé les deux bornes du générateur, eh bien, on se rend compte que là où il y avait un dégagement d'hydrogène, il va y avoir de l'oxygène et vice versa. C'est-à-dire que l'effet chimique est inversé quand vous inversez le sens du passage du courant. Alors l'effet magnétique aussi. Alors vous savez quel est l'effet magnétique du courant électrique. Si vous mettez une boussole à côté d'un conducteur qui est traversé par un courant, eh ben vous avez l'aiguille de la boussole qui dévie sous l'action du champ magnétique qui est créé par le passage du courant électrique dans ce conducteur. Eh bien cet effet magnétique, il est inversé si vous inversez la manière de brancher le générateur. Alors, ces deux effets-là, l'effet chimique et l'effet magnétique, eh bien, puisqu'ils sont inversés, si on inverse les deux pôles du générateur, eh bien ça, la conclusion qu'on peut en tirer, c'est que le courant électrique a un sens. Alors, le sens conventionnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le résultat d'une convention. Une convention, c'est quand les scientifiques se mettent d'accord sur une manière de définir les choses. D'accord? On a déjà parlé de sens conventionnel quand on a fait la représentation d'une surface. Je vous avais dit que les vecteurs ds qui représentent les petits carrés sur la surface, eh bien, s'il s'agit d'une surface fermée, la convention, c'est de prendre tous les ds vers l'extérieur. Eh bien, ici, c'est une convention. Le courant circule de la borne plus à la borne moins à l'extérieur du générateur et du moins au plus à l'intérieur du générateur. Vous avez bien vu tout à l'heure dans le petit circuit avec les deux conducteurs A et B et le générateur, on a bien vu que les charges, le générateur va les chercher sur B, les charges entrent par la borne moins, ressortent par la borne plus et vont sur le conducteur A. D'accord? Donc, le courant circule de la borne plus à la borne moins à l'extérieur du générateur et du moins au plus à l'intérieur du générateur. C'est-à-dire que les charges
À l'extérieur du générateur, eh bien, elles vont avoir tendance à perdre de l'énergie potentielle et gagner de l'énergie potentielle à l'intérieur du générateur. Alors, l'intensité, tout ça, c'est des définitions. Hein. L'intensité du courant électrique, eh bien, on va prendre un conducteur de forme quelconque et on va regarder une section de ce conducteur, n'importe laquelle. D'accord? Vous voyez, j'ai pris un conducteur qui n'a pas une section constante. Un conducteur qui aurait une section constante, ce serait par exemple un cylindre. Eh bien ici, j'ai pris quelque chose qui est plutôt conique et je prends une des sections, c'est-à-dire que vous avez votre conducteur et vous le coupez perpendiculairement à son axe. D'accord? Alors, la section que j'ai dessinée en hachuré, c'est de ça que je parle. Hein. Donc, soit une section d'un conducteur, l'intensité du courant électrique qui va traverser ce conducteur, c'est la quantité de charge qui traverse cette section par unité de temps. Alors, on écrit ça sous la forme I égale dQ sur dt, puisque c'est la quantité de charge par unité de temps. Alors, l'unité de l'intensité du courant électrique, c'est l'ampère, et l'abréviation, c'est un A majuscule. Voilà pour l'intensité du courant. C'est bon? Donc tout ça, c'était le paragraphe courant électrique. Alors on passe à la loi d'Ohm. Alors la loi d'Ohm, elle nous donne la relation entre d'un côté la différence de potentiel appliquée à un conducteur et l'intensité du courant qui le traverse. Alors la loi d'Ohm, elle s'applique à un conducteur qui a une extrémité A et une extrémité B. Le courant entre par l'extrémité A et sort par l'extrémité B. Donc vous voyez que j'ai dessiné un courant électrique qui a un sens, d'accord? Et la différence de potentiel VA moins VB, eh bien c'est égal à RI, c'est-à-dire que j'ai une relation de proportionnalité entre la différence de potentiel aux bornes du conducteur et le courant qui le traverse. Alors cette constante de proportionnalité que j'ai appelée R, c'est la résistance du conducteur. Alors son unité c'est l'ohm et son abréviation c'est un oméga majuscule. Alors, la représentation dans un schéma électrique, vous la connaissez, la représentation d'une résistance, c'est soit la figure de gauche, soit un petit rectangle. Ça dépend des livres, ça dépend des représentations dans les exercices, dans les épreuves, les séries de télé, etc. Les deux sont utilisés, hein, autant l'une que l'autre. Alors, on en arrive à l'association de résistance. Eh bien, il va se passer la même chose que pour les condensateurs. Vous vous rappelez, on a parlé de la DDP explosive, la DDP qu'un condensateur ne peut pas supporter de dépasser. Eh bien, pour les résistances, donc la résistance du conducteur, eh bien, une résistance ne peut pas supporter n'importe quel courant. C'est-à-dire qu'il y a un maximum à ne pas dépasser. Si vous le dépassez, ben, pareil, vous grillez la résistance. D'accord? Mais comme de toute façon, dans un circuit électrique, on a le courant, il est ce qu'il est et on doit faire avec les résistances qu'on a. Donc, on va faire des associations de résistance pour que l'association de résistance qu'on aura fait puisse supporter le courant qu'on va lui faire traverser. Alors, pareil que pour les condensateurs, il y a une association série et une association parallèle. Alors, l'association série, eh ben, c'est quand les résistances sont à la suite l'une de l'autre. Alors, ce qu'on cherche, c'est une correspondance entre les résistances R1, R2, R3
et la résistance équivalente. Alors, la résistance équivalente, c'est quoi? Eh ben, c'est une résistance qui n'existe pas physiquement, hein, c'est une image, si vous voulez. C'est celle qui pourrait remplacer les trois qu'on vient d'associer, R1, R2, R3. Si à la place de R1, R2, R3 en série, on devait mettre une seule résistance, eh bien voilà ce qu'elle aurait comme résistance, ce serait R. Alors, la résistance équivalente doit pouvoir être traversée par le même courant sous la même différence de potentiel que l'ensemble qu'on a associé. D'accord? Donc, on doit avoir aux bornes de la résistance équivalente la même différence de potentiel qu'aux bornes de l'ensemble. Et comme courant qui traverse la résistance équivalente, je dois avoir le même courant qui traverse l'ensemble de ces résistances. Ça va, c'est clair? Alors, je cherche donc une relation entre R et R1, R2, R3. Alors, puisque c'est une association série, eh bien, je vais pouvoir écrire que la différence de potentiel totale aux bornes de cet ensemble, c'est V1 plus V2 plus V3. Alors, V1, c'est R1. Alors, vous remarquez que les résistances étant en série, c'est le même courant qui va traverser chacune des résistances. Et c'est aussi le même courant qui va traverser la résistance équivalente. Donc, j'ai V égale V1 plus V2 plus V3. Je remplace V1 par, j'écris la loi d'Ohm, hein, aux bornes de R1, j'ai V1 égale R1I. Aux bornes de R2, j'ai V2 égale R2I. Et aux bornes de R3, j'ai V3 égale R3I. Aux bornes de la résistance équivalente, je vais avoir V qui est égal à V1 plus V2 plus V3 et c'est égal à RI. Donc, conclusion, RI égale R1I plus R2I plus R3I. On retrouve I dans chacun des termes. Donc, ça me donne la résistance équivalente R égale R1 plus R2 plus R3. Alors, généralisation à un nombre petit n de résistances en série. Alors, ce qu'on a constaté ici, c'est que le courant est le même dans chacune des résistances et dans la résistance équivalente. Donc, I égale I1. V, la différence de potentiel aux bornes de la résistance équivalente, c'est la somme des trois différences de potentiel. Donc, ici, pour un nombre n, eh bien, V, ce sera la somme pour I allant de 1 à n des VI. Et R, la résistance équivalente, eh bien, on a trouvé que c'était la somme des trois résistances. Donc, si on généralise ça à un nombre petit n, ça sera somme pour I allant de 1 à n de tous les RI. Voilà. Ça, c'est l'association série. Alors, on va passer à l'association parallèle. Alors, l'association parallèle, c'est quand les trois résistances, j'ai oublié d'écrire R1, R2, R3, sont sous la même différence de potentiel. D'accord? Alors, ici, ben, chacune va être traversée par un courant différent. Je vais avoir, si ce sont des résistances différentes, j'ai forcément des courants différents qui vont les traverser. Donc, je vais avoir I1, I2, I3, et je cherche une équivalence avec une résistance unique, qui serait la résistance équivalente, avec un courant I, qui va être évidemment la somme de ces trois courants. D'accord? Donc, V, j'écris que V est le même. J'ai la différence de potentiel aux bornes de la résistance équivalente égale, qui est égale à V. Elle sera égale aussi à V1, à V2 et à V3. Et j'écris que le courant qui passe dans la résistance équivalente, c'est la somme des trois courants qui traversent les trois résistances. Donc, j'ai I égale I1 plus I2 plus I3. Et je remplace I
par son expression en fonction de V et de R. Donc, puisque V c'est RI, eh bien, je vais pouvoir écrire que I c'est V sur R. Alors, I1, ce sera V sur R1. I2, V sur R2 et I3, V sur R3. Comme V se retrouve dans tous les termes de cette équation, eh bien, je vais pouvoir écrire que 1 sur R, c'est 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3. Si je généralise ça à N condensateurs en parallèle, eh bien, je vais avoir V égale VI, d'accord? Quel que soit I. V c'est V1, c'est V2, c'est V3, c'est V4 jusqu'à Vn. Donc V est le même partout, la différence de potentiel est la même pour toutes les résistances. Pardon, j'ai écrit condensateur, c'est résistance. Hein, il va falloir que je corrige ça une seconde. J'ai pas. Voilà ce que c'est que de faire du copier-coller. C'est une association de résistance et non pas de condensateurs en parallèle. Alors, j'ai donc V égale oui, j'enregistre. Okay. Donc, la différence de potentiel est la même pour toutes les résistances. I, c'est la somme pour I allant de 1 à N de tous les I indices I, c'est-à-dire I1 plus I2 plus I3 plus I4 jusqu'à IN. Et 1 sur R, c'est la somme pour I allant de 1 à N de tous les 1 sur RI. Bon. Voilà. Alors, on va parler maintenant de transfert d'énergie dans un circuit électrique et on va parler de la loi de Joule. Alors, on va considérer un générateur donc, qui donne une différence de potentiel entre deux points A et B. Et ce générateur, on va le relier à une boîte noire. Alors, pourquoi une boîte noire? Qu'est-ce que j'entends par boîte noire? C'est-à-dire que à l'intérieur, il peut y avoir un élément ou des éléments de circuit, peu importe ce qu'il y a, ça peut être des résistances, des condensateurs, d'autres générateurs, un moteur, on peut y mettre tout ce qu'on veut, mais pour le moment, j'appelle ça boîte noire parce que je ne m'intéresse pas à ce qui se passe à l'intérieur. Ce qui m'intéresse, c'est comment réagit cette boîte vis-à-vis de l'extérieur. D'accord? Donc, je veux avoir son comportement indépendamment de ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, le générateur maintient donc pour cette boîte noire qui est placée entre les deux points A et B, eh bien, le générateur, son rôle dans ce circuit, c'est de maintenir une différence de potentiel entre les deux points A et B. D'accord? Donc, j'ai constamment VA au point A et VB au point B. Alors, à partir du moment où vous avez un circuit qui est fermé, vous avez un courant électrique qui va passer dans les fils de connexion. Alors, je vais m'intéresser, vous êtes d'accord que le sens du courant, on a dit qu'à l'extérieur du générateur, il va du plus au moins, et qu'à l'intérieur du générateur, il va du moins au plus. Donc, il tourne bien dans ce sens-là, le courant électrique dans ce circuit. Alors,
j'ai le potentiel VA qui est supérieur au potentiel VB. Comme jusqu'à maintenant, j'ai considéré que le courant électrique était une circulation de charge positive, d'accord, qui se déplace dans le sens conventionnel du courant, eh bien, je vais considérer une décharge que je vais appeler dQ, c'est une très très petite quantité de charge, c'est une charge positive qui va se déplacer dans le sens du courant dans ce circuit. Alors, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce qui lui arrive à cette charge quand elle traverse la boîte noire, c'est-à-dire qu'elle entre par le point A et qu'elle sort par le point B. Qu'est-ce qui va lui arriver? Eh bien, je vais regarder sa variation d'énergie potentielle. Alors, je vous rappelle, l'énergie potentielle d'une charge, c'est le produit de la charge par le potentiel. Donc ici, quand elle traverse la boîte noire en entrant par le point A et en sortant par le point B, eh bien, sa variation d'énergie potentielle, c'est son énergie potentielle au point B, c'est-à-dire dQ, c'est la charge dQ, hein, dQ multiplié par VB, moins le potentiel qu'elle avait quand elle est entrée dans la boîte noire, donc elle est entrée par le potentiel VA, donc dQ VA. Donc je répète, sa variation d'énergie potentielle quand elle traverse la boîte, c'est dQ VB moins dQ VA. Donc énergie potentielle de sortie moins l'énergie potentielle à l'entrée. Alors, comme je sais que VA est plus grand que VB, ben ma différence VB moins VA, je vais dire que c'est moins VA moins VB. D'accord? Donc, j'ai variation d'énergie potentielle égale à moins dQ VA moins VB. Alors, ça veut dire, sachant que I c'est égal à dQ sur dt, c'est comme ça que j'ai défini l'intensité du courant électrique, eh bien dQ, je peux dire que c'est le produit I dt. C'est bon? Donc, la variation d'énergie potentielle de cette charge dQ positive qui participe au courant et qui a traversé la boîte noire en entrant par A et en sortant par B, eh bien, c'est moins VA moins VB multiplié par I dt. Alors, comme VA est plus grand que VB, eh bien, ça veut dire que l'énergie potentielle de la charge a diminué. J'ai une perte d'énergie potentielle quand la charge dQ traverse la boîte noire. Alors, la charge dQ qui a traversé la boîte a perdu de l'énergie, mais cette énergie, eh ben, elle n'est pas perdue pour tout le monde. C'est le contenu de la boîte qui a gagné cette énergie. D'accord? De l'énergie ne peut pas disparaître. Elle est forcément passée quelque part. Donc, cette énergie a été récupérée par la boîte. Donc, on va appeler ça dW, cette énergie que la boîte a gagnée. Donc, dW qui est l'opposé, puisque la charge dQ a perdu de l'énergie. Si je compte l'énergie qu'a gagnée la boîte, eh bien, c'est forcément une énergie positive, puisqu'elle est gagnée. Donc, dW, c'est moins dEP. Donc, c'est comme dEP, c'était moins VA moins VB IDT, bien, ça va devenir VA moins VB IDT. Donc, ça veut dire que cette énergie, VA moins VB IDT, est transmise à la boîte noire. Alors, si on veut écrire ça en termes de puissance, je vous rappelle que la puissance, c'est la quantité d'énergie par unité de temps. Donc, je vais dire que la puissance reçue par la boîte noire, d'accord, la puissance étant dW sur dt, ça revient à diviser VA moins VB IDT par dt. C'est-à-dire que je n'ai plus le terme en dt et je vais avoir la puissance reçue par la boîte. Donc, entre les deux points A et B, peu importe ce qu'il y a dans la boîte, hein. GP. Pourquoi on a commencé par VB moins VA? Oui, d'accord. Alors, c'est Racha qui pose la question, je remonte, hein.
Pourquoi on a commencé par VB moins VA? Alors, je vous rappelle que je suis en train de suivre une des charges positives qui participe au passage du courant. Le courant, c'est un ensemble de charges positives qui se déplacent, qui sortent par la borne plus du générateur et qui reviennent par la borne moins, qui vont le retraverser et refaire comme ça le tour du circuit. D'accord? Donc, je m'intéresse à une de ces charges et je regarde quelle est sa variation d'énergie potentielle. Ben, son état initial, c'est qu'elle entre par le point A et son état final, c'est qu'elle sort par le point B. Donc, j'ai écrit que la variation d'énergie potentielle de dQ, c'est dQ multiplié par le potentiel final, puisqu'elle est sortie, j'écris que la variation d'énergie potentielle, c'est l'énergie potentielle finale. Alors, la situation finale, c'est au point B, moins l'énergie potentielle initiale, la situation initiale, c'est au point A. Donc, j'ai VB moins VA, parce que c'est l'énergie potentielle finale, dQVB, moins l'énergie potentielle initiale, dQVA. Est-ce que vous avez compris à l'achat? D'accord, ok. Bon, eh ben je redescends donc, hein. Si tout le monde est d'accord que je devais commencer par VB moins VA et passer ensuite à VA moins VB. Hein. Alors, on a donc trouvé que la puissance reçue par la boîte, c'est VA moins VB multiplié par I. D'accord? Alors, maintenant, ben, on va s'intéresser à ce qu'il y a dans la boîte. D'accord? On enlève le couvercle et on regarde ce qu'il y a dedans. Si la boîte contient un moteur, eh bien, cette énergie apparaît en partie sous forme d'énergie mécanique. C'est-à-dire que cette puissance qu'a reçue la boîte noire, eh bien, elle va servir, cette énergie qu'elle a reçue, elle va servir à faire tourner un moteur. Alors, j'ai bien mis en partie. Alors, pourquoi en partie? Parce qu'il y a toujours une partie de l'énergie qui est perdue en chaleur, sous forme de chaleur. Si vous faites tourner votre mixeur, d'accord, il y a un moteur à l'intérieur, eh bien, ça va, l'énergie électrique qui arrive sur le mixeur va permettre de faire tourner le moteur, mais à la fin, quand vous aurez fini d'utiliser le mixeur, si vous touchez, vous vous rendez compte qu'il a chauffé. Ça veut dire qu'il y a une partie de l'énergie qui est arrivée au mixeur qui s'est quand même perdue sous forme de chaleur. Il y a que une partie qui s'est transformée en énergie mécanique pour faire tourner le moteur. Alors, si la boîte contient un accumulateur, alors un accumulateur, c'est quoi? C'est une pile rechargeable. C'est la batterie de votre téléphone, par exemple. D'accord? C'est un accumulateur. C'est-à-dire que ça fonctionne à la fois comme un générateur, mais c'est un générateur. Un générateur, c'est quelque chose qui fournit de l'énergie, mais un accumulateur, on peut inverser les choses, c'est-à-dire qu'on va lui fournir de l'énergie pour le recharger. Alors, si la boîte contient un accumulateur, cette énergie apparaît en partie sous forme d'énergie chimique. C'est-à-dire que l'énergie que quand vous chargez la batterie de votre téléphone, eh bien, l'énergie électrique que vous avez apportée, elle est stockée dans la batterie sous forme d'énergie chimique. Et à chaque fois que vous aurez besoin d'utiliser votre téléphone, eh bien, cette énergie chimique va se transformer dans l'autre sens. Elle va se transformer en énergie électrique qui va faire fonctionner les composants de votre téléphone. Alors ici aussi, eh bien, cette énergie apparaît en partie sous forme d'énergie chimique parce que il y a toujours une partie de l'énergie qui est perdue sous forme de chaleur. Si vous touchez le chargeur de votre téléphone, vous vous rendez compte qu'il a chauffé pendant que vous rechargez votre téléphone. Alors, dernière possibilité, bon, il peut y en avoir plein d'autres, mais ce qui nous intéresse, nous, c'est ce qui se passe si dans la boîte, il y avait une résistance. Eh bien, s'il y avait une résistance, cette énergie apparaît en totalité sous forme de chaleur. Alors, c'est ce qu'on appelle
C'est ce qu'on appelle l'effet Joule. Alors, dans ce cas, eh bien, on sait écrire la différence de potentiel VA moins VB. J'applique la loi d'Ohm. VA moins VB, c'est RI. Et à ce moment-là, eh bien, la puissance, on avait dit que la puissance reçue par la boîte noire, c'était le produit VA moins VB multiplié par I. Eh bien, je remplace VA moins VB par RI et j'ai la puissance reçue par la résistance qui est RI carré. Alors, comme VA moins VB égale RI, ça peut aussi s'écrire VA moins VB au carré sur R, ce qui revient à écrire en termes d'énergie, si je réécris que P c'est dW sur dt, eh bien ça me donne la quantité d'énergie dissipée par effet Joule pendant un intervalle de temps dt. Eh bien cette quantité d'énergie dW c'est R I carré dt, et cette relation c'est ce qu'on appelle la loi de Joule. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que il y avait quelque chose de pas très clair sur lequel vous voulez que je revienne, ou c'est bon, on peut arrêter? C'est bon? Ok. Bon, et ben alors j'arrête l'enregistrement.